À GoFM, voici le Doc Mayou. Ouais, bonjour. Monsieur Jonathan. Oui, bonjour, docteur. Avez-vous entendu parler, docteur, de ce pédophile dans la région de Longueuil, originaire de Saint-Hyacinthe? Je suis assez gêné de dire ça, mais en tout cas, le gars vient de Saint-Hyacinthe, qui allait poser des petites filles dans les toilettes? Oui. Ouais, hein? Pas fort. Ben, pas fort. C'est coutumier. Pour les pédophiles, ils essaient de... Ils recherchent toutes sortes d'occasions. D'où l'importance de les éloigner des enfants. Ça se soigne-tu un gars de même? Non. Non, hein? Ça se contrôle, ça ne se traite pas. OK. Il y a un traitement, veut dire amélioration. Ouais. Non, tout ce qu'on peut faire, c'est de les contrôler, dépendamment de la sévérité de leur déviation. Uh-huh. Il y a un papier qui est signé Yves Boisvert dans la presse aujourd'hui. On dit que les juges n'infligent pas suffisamment souvent la peine maximale prévue dans le code criminel dans des situations comme ça. Vous en pensez quoi? Monsieur, ça donne strictement rien. C'est retarder un problème. Il est reconnu dans le monde entier que, comment je vous dirais ça, donc, l'incarcération n'a aucun effet dissuasif sur le comportement des délinquants sexuels après leur sortie de prison. C'est à peu près zéro comme effet. Ouais, si, parce que vous incarcérez un pédophile, mais quand il ressort, là, vous avez exactement le même problème dans les mains, la même dangerosité que lorsqu'il est entré. Ouais. Même s'il mange une bonne volée en prison, ça règle pas son gars. Oh, j'en ai vu qui a été battu, là, puis 3 jours après, il repart en chasse. Sacré. 3 jours après leur sortie de prison. Et puis je blague pas, là. Mais, Doc, voyez-vous, c'est pas l'histoire d'incarcérer les pédophiles qui est important, c'est de les encadrer de façon efficace et d'intervenir efficacement, y inclut la castration chirurgicale dans certains cas. Ouais. Et vous avez déjà parlé, Doc, si ma mémoire est bonne, on donne un exemple comme ça, là, de les mettre au bout d'un rang avec un bracelet électronique, hein? Mais oui, c'est aussi simple que ça. Ouais. Au lieu de payer 80 000 par année pour les foutre en prison, ça va vous coûter strictement à rien. 3, 4, 5 dans une maison au bout d'un rang avec des bracelets électroniques et c'est la sécurité totale pour la société et les enfants. Mais c'est tellement simple que ça me niaiseux. Je comprends pas, là. Je comprends pas qu'on fasse pas ça avec cette clientèle-là. Ils se battent même pas entre eux. Ils sont gentils comme tout contre eux autres. C'est pas comme des bandits qui vont s'entretuer comme des chiens. J'en reviens pas, les gars. C'est le genre de choses que vous allez pouvoir dire en pleine TV à partir de la semaine prochaine à 16h à TQS? Répétez. C'est le genre de choses que je vais pouvoir répéter. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, graduellement, il y en a de plus en plus qui allument et qui disent, ben là, pas fou ce que Mayu dit. Ouais. Tu sais, comment ça se fait qu'on le sait pas? Le trop niaiseux. Ben oui. Mayu, c'est un malade, mais il a souvent raison. C'est le fun d'entendre ça, hein? Oui, traitez-moi de malade tant que vous voudrez. Mais il y a une chose, dites-moi de temps en temps que je me trompe. Dites-moi que ça n'a pas d'allure ce que je viens de dire. Je le sais ce que je dis. Ouais, c'est ça. Docteur, un autre dossier dans l'actualité qui vous touche beaucoup, je le sais. Les soldats qui reviennent d'Afghanistan et qui, franchement, sont tous un peu beaucoup, là, pas, je dirais pas déranchés, là, mais ils ont des problèmes psychologiques. Oui, un pourcentage, exact. Et là, Oui, c'est un domaine que je connais bien. T'as raison, Gary, parce que pour renseigner les auditeurs, j'ai fait mon cours de médecine payé par les Forces armées, cours de médecine régulier, payé par les Forces armées canadiennes, et j'ai travaillé 3 ans comme psychiatre militaire à l'hôpital naval d'Halifax. En psychiatrie uniquement pendant 3 ans. Alors oui, je connais très bien le domaine. Mais ces soldats-là, là, docteur, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vivent exactement, là, quand ils reviennent comme ça, de l'Afghanistan ou d'ailleurs, peu importe, là? Exactement la même chose qu'une femme qui a subi 3 hold-up dans une caisse populaire ou dans une banque. Oh. Alors, interviewer des femmes qui ont été victimes de hold-up dans des dépanneurs, ou des hommes qui ont été victimes de hold-up 2-3 fois, là, de suite, là, dans un dépanneur, ou demandez-leur quels symptômes, comment ils vivent. Pour plusieurs soldats, ça va être exactement le même vécu quotidien. Puis il y en a beaucoup qui songent au suicide, hein? Ben, il y en a plusieurs. Donc, je suis intervenu, je vous ai jamais dit ça, mais je suis intervenu dans le cas
un soldat qui est revenu de Bosnie, de Québec, s'est suicidé 1 semaine, 7 jours après son retour de Bosnie. Et c'est moi qui ai fait tout le rapport d'expertise psychiatrique post-mortem pour que sa veuve puisse jouir de la pension, etc. Comme de quoi que c'était relié à son travail et non pas une condition personnelle. Okay. Un soldat de carrière, un charmant bonhomme, et il a pris sa carabine 7 jours après être revenu, il est allé se faire à la cervelle dans un petit parc près de chez lui. Mais ces problèmes-là, Doc, ça provient vraiment de la réalité là-bas quand ils sont au front, quand ils vivent l'expérience, parce que souvent on entend que quand ils quittent, on les entend, on les voit, on peut lire là-dessus. C'est un honneur, ils vont représenter le pays, et quand ils arrivent là-bas, ça se corse finalement, là. Jonathan, écoute, tout est là. Il est important de choisir les bons candidats pour le front de guerre, pour le théâtre de guerre. Et un soldat peut être absolument excellent comme militaire en temps de paix et ne pas être à la hauteur, ne pas avoir l'étoffe pour être envoyé sur un théâtre opérationnel de guerre. C'est toute une histoire, ça. Vous suivez quelque chose ce matin qui m'intéresse beaucoup. Et c'est la sélection des candidats pour envoyer sur des théâtres opérationnels. OK. Parce que c'est pas juste une question de bras, là, c'est ça, là. Ben non, c'est une question de force intérieure. Ouais. Et dépendamment de ce qu'on leur demande, ça peut requérir des hommes avec un instinct tueur plus prononcé. Mais pas tout le monde. Alors, je vous dis que, vous vous souvenez ce matin, là? Ben, comme d'habitude. Ça n'a jamais été discuté publiquement. Ouais, parce que oui, dans certains types d'opérations, ça nous prend des tueurs. Ouais. Mais il n'y a jamais personne qui va l'avouer. Ça, c'est un propos qui est unique de ma bouche. Il n'y a jamais personne des forces armées qui va vous dire ça. Mais c'est un must. Mm-hmm. Bon, alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits dans les forces armées canadiennes parce que ça va mal paraître. Imaginez devant un club de bonnes femmes, de Dames de Saint-Anne, aller dire que dans certains commandos, ça nous prend des tueurs. Écoutez, il n'y a pas un militaire, jamais un militaire va aller dire ça. Bien sûr, il va te congédier le lendemain. Puis l'autre aspect, docteur, je ne sais pas si vous êtes déjà attardé au phénomène, vous parlez tantôt d'une femme que vous êtes allé rencontrer à Québec, mais c'est ça aussi, les femmes là qui quand leurs maris reviennent de la guerre, là, comment ils vivent ça, c'est pas facile pour eux autres non plus, là. C'est surtout le pendant. L'après, c'est pas si pire, c'est le pendant. Comment c'est vécu pendant. Oh oui, et de plus en plus, les forces armées canadiennes entourent les familles. Je vous donne un exemple, les gars. Cet hiver, la neige qu'on a eue, les conjointes de militaires, est-ce que la plupart d'entre elles étaient capables de pelleter la neige dans le driveway? Ben là, probablement pas. Cet hiver, les gars, à Québec, il a tombé de la neige en bordel. Alors, les forces armées canadiennes ont des petites équipes d'hommes qui font le tour des familles des soldats envoyés au front, envoyés en Afghanistan, en mission. Comprenez-vous, pour nettoyer la neige? Tu sais, une femme qui a 2 enfants, qui a 3 enfants, des enfants en très bas âge, elle peut pas prendre 3 heures pour aller pelleter le driveway. Puis c'est-tu vrai aussi, docteur, qu'il y en a un maudit paquet qui se sépare au retour du militaire, d'une mission? Qui se prépare ou qui se sépare? Sépare. Oh, oui, mais écoutez, je connais pas les statistiques là-dessus, mais ça m'impressionne pas. Ah non? Non. OK. C'est pas... vous savez, avec le taux de séparation dans les unions civiles non militaires est très élevé. Est-ce qu'il l'est plus chez les militaires? Je pense pas. OK. Et tout, voyez-vous, là, on est en train de dégager des facteurs améliorants. Bien sélectionner les individus qui vont au front pour la mission qu'ils ont accomplie. Ça, vous me suivez jusque-là. Oui. Bien entourer les proches pendant la mission. Oui. Faciliter les contacts, par exemple par Internet, par téléphone. Alors, contact fréquent avec la famille. Et de plus en plus, les forces armées canadiennes sont sensibles à ça et se sauvent beaucoup de troubles en étant sensibles à des petits facteurs qui prennent beaucoup d'importance dans ces occasions-là. TQS, est-ce que c'est signé, Doc? Non, j'ai été approché avant hier. Ouais, mais là, c'est lundi que vous rentrez en ondes.
Et oui, mais moi, lundi, ben écoute, ils vont avoir différents chroniqueurs. Là, j'imagine que je vais être contacté à un moment donné. J'ose espérer. Il y a une chose, par exemple, que je me suis permis, les gars. Oui. On va être transparent. Hier après-midi, j'ai donné un petit coup de téléphone à la secrétaire de Louis Trépanier. Oui. Puis je lui ai dit, madame, j'aimerais laisser un message à Louis que le coulage d'hier, de la veille en après-midi, ça ne met pas de moi, non. Parce que moi, j'ai été vraiment surpris. Avant-hier, à 10h30, 11h15 le matin, j'ai reçu un téléphone qui me demande si je suis intéressé à être collaborateur à l'avocat Idiatre. Et à 2h30, 3h15, je reçois un téléphone d'un journaliste de la presse qui dit « Est-ce vrai, docteur? Ouais. Que vous avez accepté? » Ben là, j'ai dit, là, j'ai averti le bureau de Louis Trépanier, le fait que Louis Trépanier, qui est le DG de TQS, qui est le président, vice-président de TQS, j'ai dit, écoute, le coulage vient pas de moi, là. Ouais. En tout cas, ça m'est énervé un maudit paquet, dont Mario Deschênes. Écoute, c'est sûr que c'est pas terminé, mais j'en ai fait mon projet de vie. Ben. Comprenez-vous? Ben oui. La résilience, c'est ça. Exactement. Alors, la résilience, c'est ça. Écoute, il y a rien, je ne peux pas changer l'attitude de ce monde-là. Non. Puis je me suis fait à l'idée, ça fait 9 ans que ça dure, ça fait 9 ans que j'ai Mario Deschênes et François Gauthier, puis Jean-Claude Fortin dans mes shops. Voilà. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Exactement. Alors, docteur, si vous n'êtes pas à TQS lundi, une chose qui est certaine, vous allez être à GoFM, et on vous remercie beaucoup. Et messieurs, je vais être en route et je vais être en transit pour Montréal. Oui. Fait que vous m'appelez sur mon cellulaire tout ce matin-là, puis on va être en contact. D'accord, bon, excellent. Bon week-end, Doc. Salut, Doc. Bye, monsieur. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation